Salut à tous, merci d'être venus ce soir. On accueille Myriam Baafou. Je m'appelle Emma Biget, je suis prof ici en études queer, en études environnementales et en danse. Et j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Myriam, on se connaît depuis 2-3 ans. On s'est beaucoup entrelus. Mais jamais tellement vu. Je suis venu en fangirl à un de tes lancements il y a plusieurs années, et c'est tout. Myriam a une œuvre importante déjà, qui consiste en des contributions à la fois au militantisme et à la pensée éco-féministe. Vous connaissez peut-être son premier livre, Des paillettes sur le compost, qui réalise de manière performative avec son titre Les enjeux qui sont portés par Myriam. D'ailleurs, nos costumes qui sont accordés, mais de manière involontaire, on ne s'est pas consulté pour ça avant, le font aussi, à savoir, il n'y a pas de raison de lutter pour l'environnement sans faire de la place au glamour. Myriam, tu amènes donc dans les pensées écoféministes ce qu'il y a toujours eu et que parfois les versions bourgeoises blanches de ce mouvement ont tendance à effacer, à savoir les luttes décoloniales, les luttes queer, les luttes transféministes. Et c'est avec beaucoup de soulagement qu'on te lit, notamment dans ce nouveau bouquin qui fait la place à Eros dans la lutte pour l'environnement et pour les autres humains et pour nous tous. Donc merci d'être là avec nous. Tu vas soliloquer pendant, j'imagine, une 45 minutes à peu près. Voilà, il va prendre ton téléphone. Et après quoi, on aura un temps d'échange ensemble. Si, j'imagine, vous avez envie d'intervenir avant, c'est possible aussi. Ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, la structure physique de l'amphithéâtre fait que vous avez l'air d'être muet, alors que nous sommes dans la lumière, mais voilà, il n'y a pas de raison de ne pas interrompre. Merci Myriam. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait très bizarre de ne pas avoir de micro et de sentir que ma voix porte... Enfin, j'ai un micro, je ne l'ai juste pas dans la main, donc c'est pas grave. Je suis super contente d'être là. Je suis un tout petit peu intimidée, alors pourtant vous n'êtes pas beaucoup. Mais je pense que c'est la forme amphithéâtre qui est un tout petit peu intimidante. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon livre, de pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce qu'il y a de cool et de révolutionnaire même dedans, et de vous convaincre que l'héropolitique, globalement, c'est la nouvelle manière, le nouveau paradigme écoféministe le plus excitant et à propos aujourd'hui. Tout ça en 45 minutes. J'ai décidé de d'abord parler de... Peut-être que je me présente un tout petit peu en fait. Ah ouais. Ouais. Moi je suis doctorante en philosophie, donc je fais de la philo depuis très longtemps. J'enseigne l'éthique à l'université, mais pas dans des amphithéâtres. J'habite entre le Canada et la France. Et là, je suis venue en France pour faire la promotion de ce livre qui est sorti dans une maison d'édition française. Et en France, de toute façon, j'ai mon ancrage militant. Donc ça, c'est la deuxième partie de qui je suis. Enfin, il y en a 1000 des parties, mais celle que je vais vous présenter ce soir. Donc la première, c'est vraiment casquette plutôt recherche, université et je dirais philo féministe. Je pense que c'est là où je m'inscris. Et ma thèse, plutôt, elle est à la fois dans les théories critiques de la race, les théories féministes et très fort dans l'éthique animale. Je ne vais pas en dire plus que ça, parce que ça m'emmènerait trop loin. Mais peut-être on en parlera dans les questions, en tout cas, si ça vous intéresse. Et à côté de ça, je suis militante. C'est dur de savoir ce qui précède ou ce qui est arrivé en premier. Je suis militante plutôt, on dirait, dans des espaces d'écologie radicale, on dirait autonomes, je crois, en France. Donc à la fois des milieux d'expérimentation, de vivre ensemble, des ZAD, des squats, des occupations, ce genre de milieux-là. Mais plutôt axé écologie politique en premier lieu, et avec donc, le féminisme, le queer féminisme, etc. Mais plutôt quand même, moi, c'est ça ma première affinité. Comme en France, c'est très compliqué
mélanger les deux casquettes. Donc en fait, on veut que vous soyez soit chercheur, chercheuse ou militant, militante. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie au Canada pour continuer ma thèse et ça a sauvé, je pense, la totalité de mon travail et m'a permis d'écrire 2 livres en 4 ans. Chose que j'aurais jamais pu faire en France parce que le climat, à la fois dans la recherche, surtout dans la recherche en tout cas pour les personnes qui sont minorisées et qui surtout s'intéressent aux raisons de leur minorisation dans leur objet de recherche est extrêmement hostile. Voilà pour à peu près ce que je fais et qui je suis. Je pourrais dire plein de choses d'autres, mais en tout cas, ça c'est de là où on part pour ce soir. Ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire. En fait, j'ai un peu toujours voulu l'écrire, je pense, ce bouquin, sauf que j'avais pas assez de matière pour pouvoir l'écrire. Alors du coup, je l'ai fait attendre. Et peut-être je peux dire premièrement les raisons. Alors attendez, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Des raisons de. Pardon, je découvre un peu. Hein, mais c'est hyper classe, j'aime trop. Non, mais genre, je me sens super importante. Je suis super contente d'avoir fait des slides du coup, parce que je fais jamais ça. Je suis vraiment pas très technologique. J'arrive pas trop à utiliser ces machins. Mais là, genre, la salle est faite pour ça. Du coup, je suis hyper contente. Pardon. Pourquoi ce livre? Du coup, j'ai retracé 2 généalogies. Évidemment qu'il y en a plein d'autres et c'est super dur toujours de dire d'où vient un livre. Enfin, c'est quoi le point de départ? En fait, un livre, surtout un livre qui mêle à la fois, encore une fois, recherche, militantisme, théorie politique, analyse philosophique. En fait, c'est tellement dissous dans plein d'expériences, plein de moments de vie, plein de prises de conscience, plein d'urgences aussi politiques qu'on connaît en ce moment de plus en plus, que c'est difficile de dire ok, à partir de là, l'idée du livre elle s'est clarifiée, mais il y a quand même 2 indices que moi je peux identifier. Le premier c'était dans Les paillettes sur le compost, donc qui était mon premier livre en 2022. J'ai un chapitre qui s'appelle Salopes de tous les pays, unissez-vous, et à l'intérieur c'est la première fois que j'ai écrit le mot héropolitique. Donc ce mot n'existe pas. De toute façon les philosophes ils sont obsédés par l'idée d'inventer des mots que personne n'utilise, mais une fois qu'on a fait ça, ça y est. On est content, on peut passer à autre chose. Bah voilà, il fallait que je le fasse. J'ai 30 ans, c'est bon, j'ai inventé mon mot. Du coup, quand j'ai inventé ce mot-là, l'idée, en fait, pour moi, c'était dans ce chapitre-là. Peut-être d'abord, je vais dire que c'est le chapitre qui, avec le premier, donc celui sur la classe, suscitait toujours le plus de réactions quand je présentais mon livre. Dans toute la tournée que j'ai faite et dans tous les podcasts ou quoi, en fait, on s'attardait beaucoup sur ce chapitre. Bon, déjà parce qu'on parle de cul et que de toute façon, les gens, ils ont envie d'entendre parler de cul, surtout dans nos espaces militants où c'est pas trop un sujet dont on parle. Et surtout parce que ma proposition, en fait, c'est de dire que, bon là, dans ce chapitre-là, c'était les salopes, mais en fait, à la fois l'hyperféminité et l'idée de porter une sorte d'érotisme dans un espace politique, en fait, moi, je voyais ça comme une proposition écologique, ce qui était très peu commun dans les discussions sur l'écologie politique actuelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire héropolitique? C'est une contraction de érotisme et politique. Bon, pourquoi pas juste érotisme? Je me suis beaucoup posé la question. Mais en fait, érotisme, le mot a été très galvaudé, quoi, je trouve. Du coup, érotisme, souvent, ça veut dire ce qu'on veut pas trop dire par porno, quoi. C'est un peu en dessous. Genre, il se passe des trucs, mais on veut pas tout dévoiler. Donc, c'est un peu un porno délicat. Je sais pas, j'essaye d'imaginer un mot qui est... Mais donc ça m'allait pas, parce que moi c'est pas du tout ça dont je veux parler. Enfin, évidemment que on peut parler de pornographie, on peut parler de sexe, on peut parler de génitalité, etc. Mais c'était pas ça en fait pour moi l'éropolitique. Donc je voulais quand même garder érotisme parce qu'en fait en termes d'étymologie ou d'histoire, en fait ce mot est hyper fort et je voulais pas m'en défaire. Et le politique, en fait, c'est plus pour dire l'érotisme, c'est pas une espèce de force ou d'énergie créatrice qui nous surplombe comme ça, et que parfois dans la philo qui s'est intéressée à ce concept-là, c'est un peu ce que j'ai pu ressentir, mais c'est produit par des systèmes politiques en fait. L'érotisme, il est jamais surplombant, il est jamais déconnecté, c'est jamais quelque chose qui nous préexiste ou qui est décollé en fait de nous. Il est produit à l'intérieur de nos individualités, de nos subjectivités et des systèmes de domination et d'oppression dans lesquels on vit au quotidien. Et c'est pour ça, donc, héropolitique. Et ensuite, moi, ce mot, il m'a permis de m'intéresser, en fait, aux personnes qui pratiquaient plus l'héropolitique que d'autres. Et quand je dis pratiquer, ça ne veut pas forcément dire que c'est un choix. Il y en a certaines qui ont été plus assignées, il y en a certaines qui l'ont plus découvert. Et donc, de fait, les personnes qui proposent un projet héropolitique, donc un projet où on met au centre une forme de désir pour le monde, c'est un peu large quand je dis ça, mais on va peut-être venir pour décortiquer ce que je veux raconter par là, sont des minorités. Bien évidemment, parce qu'en fait, ce sont elles qui se sont retrouvées du côté de l'oppression la plus extrême et d'une forme
de volonté. Elles ont été l'objet d'une volonté d'éradication, et donc en fait leur manière de résister ne peut, à mon sens, ne pouvait que se faire dans une proposition politique qui était organique, qui était de l'ordre du désir en fait, et pas seulement un programme politique intellectuel. Bien que les deux soient pas forcément incompatibles, mais il y a quand même une hégémonie de l'un par rapport à l'autre. Et ça va m'emmener à ma deuxième généalogie, qui est une sorte de disparition du côté de la gauche de la question du désir, ce qui est quand même assez étonnant, parce que quand on regarde l'histoire des luttes de gauche, les années 60 par exemple, elles nous montrent un peu quelque chose de radicalement différent par rapport à la question du désir. Ce qu'on appelait la révolution sexuelle, ou même en fait l'écologie politique, donc qui était plutôt dans les années 70-80. Donc en gros, l'émergence de la mondialisation, en tout cas, enfin l'émergence, le fait que ce soit devenu de plus en plus clair comme paradigme globalisé de vivre ensemble, et économique, et philosophique, etc. Les réactions à ça étaient quand même d'ordre du désir. En fait, quand on retourne dans cette partie de l'histoire-là, donc fin années 60 jusqu'au milieu années 80, en fait, on trouve pléthore de bouquins, même d'actions politiques, de rassemblements, de tracts, de manifestations, qui prennent à bras-le-corps en fait la question du désir, pour dire quel monde voulons-nous, pour rephraser Starrock. Mais ça veut dire quelle vision en fait on a. C'est quoi notre vision de la politique et qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Et en fait, avec le temps, ou en tout cas moi, la gauche que j'ai connue et qui est celle aujourd'hui la plus dominante dans l'espace institutionnel, ne parle pas comme ça en fait. Elle parle pas comme ça. Elle parle plutôt en termes qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus à l'endroit de la raison en fait. Donc une sorte de rationalisme un petit peu froid et distancié sur, grosso modo, l'idée que, je sais pas, la tolérance, le vivre ensemble, le respect, tout ça, c'est des valeurs qui sont presque logiques en fait. Alors c'est mieux d'être comme ça parce que... comment dire ça? En fait, ce que je déplore, c'est un peu une disparition du vocabulaire de l'amour et du désir. Voilà, chez la gauche. Non pas que j'y tenais particulièrement parce que j'ai toujours été fondamentalement anarchiste, donc c'est pas comme si je pouvais penser qu'un parti politique allait proposer un réel projet d'amour universel, ce qui me paraît un peu antinomique dans les termes puisque ça s'inscrit dans le gouvernement qui est lui-même pétri de rapports de pouvoir. Mais quand même, c'est comme si enfin moi et d'autres personnes, les féministes décoloniales, les queers, en fait, les projets politiques qu'on a à ces endroits-là, c'est des projets d'amour, en fait. Mais pas d'amour plan-plan, et je vais venir après de ce que c'est de l'amour et le désir, etc. Pas d'amour comme une sorte d'appartenance, voilà. Pas de l'amour comme l'appartenance, l'amour comme une prolifération de la vie sous toutes ses formes. Donc une sorte de déchaînement un peu... des formes de vie, en fait. Et il y a certains livres qui ont un peu étudié ce problème-là. Là, j'en ai mis deux. Joie militante, qui est sorti en 2021, et Quartier rouge, Le plaisir et la gauche, qui est sorti, lui, en 2022. Donc ces deux livres un peu se succèdent, et pour moi, justement, ils approchent exactement la question que je suis en train de poser là, qui est celle du plaisir et d'une énergie créatrice et vibrante au sein d'un projet de gauche qui est excité, en fait. Parce que faire de la politique, c'est être excité pour ce qu'on fait, en fait. C'est une dimension qui est vraiment beaucoup plus organique, qui a été perdue au profit d'une intellectualisation. Et donc là, je l'ai mis parce que ça me paraît vraiment important de nommer cette intellectualisation, parce que c'est ce qui a contribué à faire de la gauche un espace qui n'est plus populaire, en fait. En dépit de son nom, du nouveau Front populaire ou de ces choses-là, moi j'ai réalisé aux dernières législatives, quand j'étais en train de faire du porte-à-porte pour aller convaincre les gens de mon quartier, où j'habitais quand j'étais plus jeune, qu'en fait j'étais entourée de personnes blanches, surintellectualisées, qui n'avaient jamais foutu les pieds dans un quartier populaire, hormis à ce moment-là pour faire du prosélytisme, en fait, pour qu'on vote pour le parti en question, pour qu'on puisse éviter l'extrême droite au pouvoir. Et en fait, ça, moi, ça m'a fait vraiment réaliser la déconnexion absolue qu'il y avait eu entre une gauche qui se disait populaire et en fait des populations qui continuaient à vivre selon des modes qui étaient complètement illisibles en fait maintenant pour la gauche. Et au-delà de ça, au-delà d'illisible, je dirais même que les gens de gauche, bien comme il faut, ils ont des formes de mépris pour les banlieues et les quartiers populaires. Enfin, ils en parlent quand ça les arrange dans leur programme parce que voilà, mais fondamentalement, c'est pas avec elles qu'elles veulent vivre, quoi. Et du coup, tout ça, avec beaucoup d'indignation, beaucoup de colère, beaucoup de passion aussi, m'a engagée sur la voie de ce livre. Et j'avais envie donc de proposer une définition de l'écologie qui était une forme de désir pour le monde, et donc qui se débarrassait de cette dimension, enfin se débarrassait. Évidemment que c'est nul de dire je me débarrasse de la dimension intellectualisante quand je viens avec un doctorat en philo, en fait. Enfin,
Non, mais enfin, je sais pas comment dire. Il y a aussi des contradictions dans mon discours même, en fait, c'est logique. Peut-être ça, on en parlera aussi dans les questions, mais comment le discours il peut être autorisé qu'à partir du moment où vous avez fait une telle ascension sociale, où en fait vous êtes extrait du milieu dont vous pouvez parler. C'est ça, en fait, un des problèmes principaux de comment on peut écrire aujourd'hui de l'écologie, enfin, faire de la politique même en général. On aime bien prendre les gens comme nous, donc comme nous étant des personnes racisées, issues de quartiers populaires, etc. Mais à la seule condition qu'elles savent s'exprimer de manière civilisée, en fait. Il ne faudrait pas trop qu'on vous bouscule non plus. Et ça fait partie du problème, en fait. De sélectionner seulement celles et ceux qui ont, parfois de manière hyper violente, en fait, réussi à intégrer des outils, enfin, qui ont réussi à intégrer dans leur discours des outils, en fait, de communication ou même de vision du monde, en fait, qui sont le produit d'une assimilation extrême, quoi. Mais dire ça, pour moi, ça n'empêche pas la portée de ce que je suis en train de proposer là. C'est juste complexe. Deuxième... Ah pardon, c'est pas là quelque chose. Voilà. Deuxième slide, c'est comme ça qu'on dit. Pardon, je me sens vraiment hyper saucée de faire des slides. Je voudrais juste parler du coup de la structure du livre. J'évite de trop m'engrainer dans vraiment les grandes idées du livre parce que j'ai l'impression que ça pourrait prendre énormément de temps et que moi je pourrais juste me lancer dans un truc qui finirait jamais. Du coup, je préfère laisser presque plus de place aux questions, comme ça vous pourrez peut-être demander qu'est-ce qui vous intéresse plus ou moins et on aura le temps d'en parler. Du coup, je me cantonne à la structure du livre, mais bien évidemment que je vais parler de mes idées demain. Donc j'ai fait 3 parties, puisque je suis une bonne philosophe. La première partie, en gros, je parle du désir conquête. Alors, en gros, pour moi, je ne pouvais pas faire une proposition d'un bouquin qui disait « Ah bah c'est super, il faut qu'on s'émancipe tous par le désir et le plaisir universel. En gros, faisons une espèce de partouze interespèce constante et cosmique pour résoudre tous les problèmes politiques du monde et c'est super. » Parce qu'en fait, le désir actuellement, il est principalement empreint de violence. Et ça, c'est ce que les féministes ont mis au jour depuis des décennies maintenant, ce que les décoloniales ont fait aussi. En fait, la façon dont on désire aujourd'hui, les anticapitalistes aussi, c'est extrêmement difficile de le délier de la question de la violence. Dans le cas du capitalisme, c'est simple. En fait, désirer, souvent, ça veut dire désirer un objet, désirer quelque chose qu'on n'a pas pour le posséder. Et une fois qu'il est possédé, soit l'intégrer, soit le vider, et recommencer le cycle, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai mis manque, accumulation, possession. En fait, c'est ça le code, si vous voulez, de base du désir conquête. Et ce code-là, il est très visible dans le capitalisme, je trouve, avec la commodification de tout le vivant, en fait. Ça veut dire les choses qu'on possède, ce sont des choses. Donc elles ont une durée de vie limitée, elles sont limitées elles ont des contours limités, et surtout, le désir qu'on a envers elles, c'est un désir de possession. Ça veut dire, en fait, une fois qu'on désire quelque chose, ça veut dire que la chose n'existe plus de manière inhérente et indépendante, elle n'existe que dans ce qu'elle peut faire pour moi, en fait. Une fois que ça s'est passé, enfin, qu'on l'a assimilé, il nous faut renouveler le désir, puisqu'en fait, la chose, elle n'existe plus. Est-ce qu'on comprend ce que je raconte? Ouais? Ok. Pardon, bah, je suis prof, du coup, j'avoue que c'est le genre de truc que je dis à mes étudiants, pardon. Et en fait, ça, pour moi, c'est le code qui n'est pas forcément propre au capitalisme, mais aussi au patriarcat. En fait, c'est dans le régime hétérosexuel, la façon dont le désir est le plus largement produit, en fait. C'est pour ça que bon, les écoféministes, mais pas que, on parlait de la façon dont les rapports hétérosexuels étaient basés sur la prédation, avec toute cette mise en spectacle en fait, du chasseur et de la proie, et une fois que la proie est consommée, souvent ou principalement dans l'acte sexuel, qui en fait s'apparente à un viol dans le cas du désir conquête, on en cherche d'autres. Donc soit on cherche d'autres partenaires, c'est pour ça qu'il y a tout le truc du body count et sur la façon dont comment les femmes ont très peu le droit de se permettre d'avoir plusieurs partenaires dans leur vie, alors que les hommes c'est vu comme un élément de distinction et de virilité. Et on le voit aussi dans le colonialisme, et encore une fois on pourrait décliner ce code dans plein d'autres systèmes d'oppression, mais dans le colonialisme, alors là la dimension désirante elle est encore plus... je vais pas dire, c'est pas forcément complexe, mais c'est moins assumé, en fait. Enfin, moins visible, probablement. En fait, le colonialisme, c'est quoi? Super, le colonialisme, c'est quoi? Allez, en une phrase, soyez prêts. Super facile, genre, vraiment. Les gens qui se prennent la tête dessus, encore, mais qu'est-ce que vous faites, genre? Non. Une des définitions du colonialisme, pour moi, on pourrait dire que c'est une vaste entreprise de domestication.
Domestication, ça veut dire qu'on a rendu quelque chose sauvage, ça veut dire profondément étranger et récalcitrant. En fait, c'est ça la définition du sauvage. Exotique, enfin on pourrait rajouter plein de choses, mais pour moi il y a vraiment étranger et récalcitrant. Et l'idée de domestiquer, ça veut dire de faire entrer l'autre dans mes catégories et dans mon cadre, doit être fait par la force. On peut avoir de la force douce par ailleurs, mais il y a des domestications qui s'apparentent à des... Enfin, qui ne mettent pas forcément en place une violence frontale. Ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Souvent c'est les deux en même temps en fait. Et en fait, la domestication, c'est quoi? C'est une expression du désir conquête, en fait. Ça veut dire qu'il y a autrui en face de moi qui vit dans sa liberté et son indépendance. Et dans le cadre de la colonisation, en fait, cette indépendance et cette liberté-là, elle rend le sujet, donc blanc, honteux vis-à-vis de sa propre domestication interne, puisqu'en fait, la blanchité est elle-même une domestication constante. Enfin, c'est dur d'expliquer ça, en fait, mais je vais quand même le faire. En fait, la blanchité, elle repose sur le contrôle de ses émotions, le contrôle de sa posture, le contrôle... En fait, c'est un hyper-contrôle tout le temps. De la même manière que la masculinité, par exemple. La masculinité sous le patriarcat. Du coup, le désir conquête, en fait, il provient toujours à la base d'une frustration de ma propre incapacité en tant que sujet à pouvoir être libre ou épanoui. Donc, je fais subir à autrui une sorte de vengeance, une sorte de ressentiment. Et donc dans la colonisation, le désir conquête, comme c'est de la domestication, en fait c'est le reflet de la propre domestication que les blancs et les blanches ont dû subir par socialisation donc individuelle, mais aussi dans leur histoire. En fait, la colonisation, d'abord pour advenir dans ce qu'on appelle le sud globalisé aujourd'hui, elle est d'abord advenue dans les terres qu'on dirait blanches, en fait, donc l'Europe aujourd'hui, et même les États-Unis. Donc, désolé, on avance. Ce désir conquête-là, il est à la base de la façon dont la plupart des gens désirent aujourd'hui. Et la dernière sous-partie de cette partie, elle s'intéresse à la dimension psychologique en fait de ça. En fait, moi je dis que beaucoup de penseurs et de théoriciens, et je les mets au masculin, de gauche, se sont attachés à la dimension matérielle en fait de notre situation aujourd'hui. Bon, on peut dire le marxisme, c'est ça en fait. C'est vraiment d'expliquer la façon dont il y a un système de domination de classe qui s'est installé de sorte à extorquer la force de travail des ouvriers, machin. Et il y a plusieurs philosophes qui ont dit, en fait, on manque un peu la dimension désirante en fait de tout ça. Parce que pourquoi la révolution prolétarienne n'est pas advenue? Pourquoi les féministes, pourquoi la totalité des personnes qui sont victimes du sexisme aujourd'hui ne font pas juste la révolution et le patriarcat c'est fini? En fait, si on regarde les choses de manière très logique, on devrait arriver à une abolition des systèmes de domination. Et en fait, parce que les gens n'agissent pas uniquement par logique. Parce qu'en fait, les personnes sont aussi mues par une dimension désirante. Et en fait, on peut désirer sa propre servitude. On peut désirer l'oppression. Et en fait, ça va même plus loin que ça, parce que quand on dit ça, il y a quelque chose de un peu condescendant, en disant « Ah, mais tu sais pas vraiment... » Mais en fait, moi, je dis que même dans ces espaces-là, il peut y avoir des formes de négociation. Les féministes qui sont... les femmes, pas des féministes. Les femmes qui sont aujourd'hui alliées du patriarcat, elles le font pas juste parce qu'elles ont été brainwashed, comme je peux entendre des fois. Elles le font aussi parce qu'elles ont des intérêts en fait à survivre dans cette grammaire-là. Du coup, c'est beaucoup plus complexe d'étudier ça avec une lentille psychologique, mais pas trop. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre d'un côté de la politique et une vision assez matérialiste, et de l'autre côté une vision plus psychologisante. C'est pour ça que mon livre est brillant en fait. Et donc ce que je dis à la fin, c'est que dans cette dimension psychologique, il y a en fait ce qu'on appelle la personnalité autoritaire. Peut-être on pourra revenir dessus ou quoi, mais de toute façon, moi là c'est beaucoup moins mon champ de toute façon. Qui est vénérée en fait sous le patriarcat, qui est vénérée sous le colonialisme, et en fait cette personnalité autoritaire-là, donc ça veut dire qui implique rigidité, contrôle, frontières du soi et des pays, absence de caractère hermétique, absence de remise en question. Toute remise en question est vue comme une humiliation. Enfin, il y a vraiment l'idée qu'on érige un individu dans sa pleine présence à lui-même en fait. Une fois qu'on fait ça, en fait, moi je dis, mais je suis pas la seule, que c'est le début du fascisme, quoi. Parce que l'opposé du fascisme, qui est la démocratie, c'est de rentrer en rapport en fait tout le temps. Ça veut dire me laisser pénétrer par vous et que vous vous laissiez pénétrer par moi et qu'il y ait du dialogue. Quand on ferme ça, quand on se bouche, en fait, c'est le début du fascisme. Mais le problème, c'est qu'il y a des individus qui désirent qu'il y en ait d'autres qui se bougent pour ensuite avoir une
une sorte de facilité politique pour ne plus avoir à converser avec les autres. Parce que converser avec les autres, c'est dur la démocratie. C'est hyper dur d'être mis en question dans ses certitudes, dans son histoire, c'est pas facile du tout. Du coup, le fascisme, ça peut être une voie facile psychologiquement parce qu'en fait, on a juste à suivre le père, quoi. Donc le patriarche. C'est lui qui va représenter en fait la toute vérité et la toute puissance. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les individus peuvent continuer à désirer leur propre oppression, alors même que... Enfin oui, c'est le problème un peu de l'extrême droite, là. On se dit, mais pourquoi des gens qui vivent dans des quartiers populaires, qui sont issus de l'immigration, ou qui sont dans des situations précaires, votent pour l'extrême droite? Eh bien, parce qu'en fait, il y a un endroit où c'est explicable par deux choses, et ça, c'est ce dont je parle aussi dans cette partie-là. La première, c'est que l'extrême droite, elle est très forte pour jouer sur les désirs des individus, ce que la gauche, en fait, pour moi, a un peu abandonné. Du coup, on se tire une balle dans le pied toute seule. Parce que plus vous venez auprès de gens avec un discours méga intellectuel où il faut des mots avec des ismes dans tous les sens pour accéder à ce que vous dites, moins en fait vous allez avoir des personnes dans vos rangs. Alors que l'extrême droite, elle joue que sur le désir en fait. Elle crée un mouvement politique à partir de ce que les gens ressentent et rien d'autre. Et deuxièmement, parce que aussi c'est des individus qui ont été tellement relégués au stade le plus bas de la citoyenneté en fait et de la considération que finalement le ressentiment est une bonne option en fait. Et je trouve qu'au lieu de considérer ça comme quelque chose qui n'a aucune valeur politiquement ou qui est bête, il faudrait plus, au contraire, rentrer en dialogue avec cette position-là pour justement essayer d'avancer. Et ça, c'était ma première partie. Je vais aller plus vite pour la 2 et la 3, promis. Donc en fait, la première partie, elle est un peu... tout est nul, quoi, hein, on va pas se mentir. Franchement, le désir, il semble y avoir aucune sortie là-dessus. C'est que de la violence. On est vraiment imprimé de ça jusqu'à dans notre psyché collective et notre inconscient aussi. Je parle un tout petit peu de psychanalyse, pas trop, parce que je rentre pas là-dedans. Mais c'est quand même important de mentionner qu'il y a eu des penseurs, des philosophes surtout, qui sont intéressés à la dimension psychanalytique de ce désir-là en tant que collectif. Donc en fait, la psychanalyse féministe, par exemple, la psychanalyse féministe, la psychanalyse décoloniale, ça a été des outils pour moi pour écrire cette partie-là. Et donc, globalement, je conclus sur le fait que oui, il semble y avoir aucun espoir. Mais la deuxième partie vient dire, en fait, je ne pense pas qu'il faille corriger cette histoire de désir en disant qu'il faut purifier le désir. Ça, il y a eu des féministes qui ont dit ça, et qui le disent encore aujourd'hui, hein, qui disent, en fait, pour mieux désirer sous le patriarcat, ou d'être un peu moins victime des schémas de répétition du désir conquête, en fait, donc accumulation, accumulation, possession, et renouvellement surtout, et en fait, il faut mieux désirer. Donc il faudrait désirer des objets plus nobles ou des manières plus nobles. Alors évidemment que ça s'est vu le plus visiblement dans la sexualité, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Et moi, je dis que cette entreprise-là, elle n'a pas vraiment fonctionné. Elle n'a pas vraiment fonctionné parce qu'en fait, elle recrée chez les féministes, d'ailleurs, hommes ou femmes, hein, parce qu'on parle beaucoup des hommes qui désirent mal sous le féminisme, mais les femmes désirent ces hommes aussi. Donc les deux font partie du réseau, en fait. Donc dans le système hétérosexuel, la question de la purification du désir, pour moi, elle n'a pas été très convaincante parce qu'elle recrée de la honte chez les sujets. Et pour moi, baser une politique sur de la honte ou de la culpabilité, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu de purifier le désir ou de vouloir le transformer pour qu'on désire mieux, etc., en fait, il faut transformer les sujets. Ça veut dire que ce n'est pas la manière dont on désire, mais évidemment que la manière dont on désire, du coup, elle va être influée par la manière dont on se dit, dont on se nomme et dont on est. Mais en fait, il faut, en gros, ce que je dis, briser l'ego, quoi. Cette partie, elle s'appelle composter l'ego, multiplier et devenir queer. Donc forcément, ça implique un truc de redéfinition du sujet. Et qu'est-ce que j'entends par composter l'ego? C'est en fait ce truc de rigidité, vous voyez, sur lequel j'ai terminé là. En fait, plus on se définit comme un sujet, et ce sujet, ça peut être homme-femme, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Moi, je m'intéresse par exemple au sujet humain. Plus on se définit comme humain, et quand on réalise en fait ce que ça veut dire humain, c'est extrêmement situé dans l'histoire, ça veut dire qu'en fait, on se définit comme un sujet qui est coupé du reste. Un humain, en fait, en général, c'est un non-animal, c'est une non-plante. C'est un non quelque chose d'autre en fait. C'est presque même une forme de vie qui est unique sur Terre et qui n'a presque rien à voir avec tout ce qui a jamais préexisté. Ce qui est donc scientifiquement faux, premièrement, mais politiquement en fait qui aboutit à une sorte de tragédie en fait. Parce que ça veut dire que votre socle politique sur lequel vous allez bâtir votre éthique en fait, c'est déjà une fracture. Et ça pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc je vais chercher chez les gens qui ont pensé à l'opposé de la fracture, et en fait dans l'idée de fluidité. Et donc, qui de plus... qui mieux que les queers ont fait ça? Et du coup, toute cette partie, elle est traversée non pas par le désir queer comme un désir donc, qui irait dans le sens de désirer une identité
dans le sens désirer des personnes gays, lesbiennes, trans, etc., mais plutôt comme une manière de se percevoir dans sa production de désir, en fait. En tout cas, c'est mon pari. Et donc, ce que je raconte là-dedans, c'est que l'idée de purifier le désir, pour moi, elle ne fonctionne pas parce qu'elle maintient quand même un bon et un mauvais désir, alors que... Elle recrée des bons et des mauvais sujets. Et en fait, si on fait des dichotomies et des binarités comme ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais plutôt, ce que je cherche à faire, c'est s'attacher aux personnes qui n'ont jamais désiré correctement, en fait. Qui n'ont jamais désiré de la manière dont les systèmes de production de désir l'ordonnent ou le promeuvent. Et en fait, la manière dont les trucs de production, là, blablabla, que je viens de dire, produisent le désir, c'est la mort. En fait, le truc, là, le désir conquête, en fait, c'est la mort, hein, généralisée. C'est pour ça qu'il y a autant de féminicides, c'est pour ça que le viol, c'est pour ça qu'il y a un continuum entre les violences environnementales et les violences sexistes et sexuelles que les écoféministes ont déjà mis au jour il y a assez longtemps maintenant. Enfin, il y a une espèce de mort généralisée dans la façon dont on désire. Et on voit bien, même dans... le porno le plus mainstream pour le coup, alors je suis vraiment loin d'être critique porno, donc vraiment non mais c'est compliqué quand même de tenir un discours qui puisse à la fois critiquer le porno et pas faire tomber dans la catégorie moralisante de le porno c'est nul, surtout là en si peu de temps, mais c'est quand même important de remarquer que les formes de pornographie les plus mainstream et celles qui donc nourrissent le plus fort le désir hétérosexuel actuellement, ce sont des formes de destruction, de mise en spectacle de destruction les plus sordides en fait, d'une certaine manière. Pour le dire différemment, ça existe de détruire l'autre en fait, si vous voulez. Et ça, que ce soit le paradigme général, c'est un réel problème. Et c'est pas juste un problème féministe en fait, c'est un problème écologique. C'est ça que les écoféministes disent et que je dis. Donc, le désir queer, là, c'est d'opposer une sorte de rigidité et de fluidité. Donc, d'arrêter de vouloir se dire humain, homme ou femme, toutes ces choses-là. Alors, d'arrêter de vouloir se dire, c'est pas un truc de je m'identifie ou je m'identifie pas, hein, ça on s'en fout, enfin, à l'échelle individuelle, là. Ce que je veux dire, ça veut dire, c'est la façon dont on a besoin de ces catégories pour produire du désir, en fait. Ça veut dire à quel moment ces catégories elles vont devenir essentielles pour vous donner, entre guillemets, une bonne excuse de désirer de telle ou telle manière. Ça fait sens? Ouais, il y a 3 personnes qui disent oui. C'est pas facile. Mais comme tout truc de philo, en fait, vous prenez ce qui vous parle aussi. Hein. C'est logique que là, tout ce que je vais raconter, vous n'allez pas comprendre 100%, d'accord? Si vous comprenez à peu près l'histoire que je vous raconte une histoire, en fait. Et dans l'histoire, il y a peut-être des épisodes que vous comprenez pas trop, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous compreniez l'histoire générale et d'où on part et où on veut arriver. Et donc ma troisième partie, elle se concentre plutôt sur l'expérience. Donc en fait, ça me paraissait un petit peu ridicule d'écrire tout un livre sur le désir en étant dans mes hautes sphères intellectuelles et conceptuelles, bien que la deuxième partie, en vrai, elle soit quand même beaucoup plus concrète aussi. Mais l'expérience, ça me paraissait, et ça me paraît toujours, comment dire, le nœud en fait de tout ça. Parce que vous pouvez vous convaincre en fait que oui, désirer en queer, nanana, machin, c'est super. Mais en fait, à quel moment dans votre vie vous allez avoir des occasions de faire vaciller vos propres manières de produire le désir en fait? Ça, c'est une autre question. Et la plupart des gens, encore une fois, sont enfermés dans des manières de vivre qui, contre leur propre volonté en fait, leur fait désirer d'une manière morbide, au quotidien. C'est pas un truc de volonté en fait, tout ça. Du coup, il y a une sorte d'occasion. Voilà, quelles sont les occasions pour essayer de tordre ce truc-là? Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé d'exposer en partie 3. Et cette exposition-là, elle m'a fait arriver, par des détours, à une critique de, forcément... Donc, en gros, dans cette partie 3, je vais vous dire très concrètement ce que j'ai exploré. J'ai exploré la façon dont on parle aujourd'hui des traumas et du consentement, notamment dans les milieux queer féministes, et la place que le consentement affirmatif a pris, sur lequel j'ai mis une énorme critique en disant qu'en fait, presque on revient à notre idée de rigidité qu'on avait au tout début là. Je dis pas que les gens du consentement sont des fascistes. Hein. Je dis juste que si on considère le moi comme une sorte de sanctuaire à ne pas toucher, qui ne peut pas se frotter au réel, qui doit être préservé, en fait, si la démarche de la sexualité, bon là je prends comme exemple la sexualité, si la démarche de la sexualité c'est la préservation du soi, pour moi ça fonctionne pas du tout. La démarche de la sexualité, ça doit être la découverte du nouveau, et même le risque. Et je sais que le risque, c'est pas du tout un mot qui est à la mode chez les féministes.
Parce que forcément, le risque, ça revient à du désir-conquête, c'est logique. Nous, à chaque fois qu'on nous a dit risque, en fait, le risque, c'était de se faire violer, quoi. Sauf que moi, je dis que si on réduit tout risque au viol, comme si on réduit toute la sexualité à la violence, en fait, on les fait gagner d'une certaine manière. On fait gagner la partie 1. Et du coup, il faut qu'on puisse avoir d'autres espaces où la sexualité peut promettre, en fait, autre chose. Mais ça demande énormément de courage, ça demande de vraiment recadrer nos manières même de considérer ce qu'on veut faire avec le sexe, en fait. Et je crois qu'une certaine partie du féminisme a sécurisé, en fait, le sexe. On nous a fait croire que le sexe était censé être un espace, on le dit souvent, safe. Ouais, c'est la partie la plus un peu comme ça, sulfureuse. Où moi, je ne considère pas que ce soit le cas. Bien sûr qu'il faut des bases de sécurité pour pouvoir juste survivre, en fait. On n'est pas là non plus pour se... je sais pas comment dire, être en mode extrême dès qu'on rentre dans une interaction de séduction avec quelqu'un, là, c'est pas le but. Mais si, en revanche, on considère que vraiment la sécurité, ça doit être le paradigme qui doit prédire la totalité des rapports qui vont advenir dans un espace, pour moi, on fonce droit dans le mur, en fait, sur cette question. Pour moi, c'est pas héropolitique, en fait, parce que dans l'héropolitique, il y a l'expérience. Et donc, dans la définition de l'expérience que je donne, l'expérience, c'est toujours un dépassement. En fait, quand vous vivez une expérience, bon, mot qui est super utilisé aujourd'hui, mais je veux dire, en vrai, il y a une définition du mot expérience que moi j'aimerais bien réhabiliter, qui est quelque chose qui vous a dépassé, en fait. Quelque chose qui, au bout d'un moment, vous a transcendé, j'aime pas trop, mais qui vous a fait perdre le contrôle. Voilà. Et encore une fois, j'oppose un monde d'ultra-contrôle à quelque chose qui serait... Waouh. J'adore quand je dis perdre le contrôle, il se passe ça. À quelque chose qui vous... Comment dire ? Qui vous échapperait des mains partiellement. Et donc je dis bouleversement, je dis renversement aussi. Donc je ne parle pas uniquement évidemment du consentement et de la sexualité, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui voudraient qui pourraient ne pas vouloir vivre ça, et ça serait super acceptable. Mais je parle aussi d'autres, donc je parle du BDSM, qui est toujours de la sexualité, mais quand même, enfin pour moi, on peut imaginer un rapport BDSM au monde sans forcément que ce soit sexuel, ce que j'explique dans cette partie. Je parle de la danse. Je pense que je suis accompagnée de personnes qui pourront en parler mieux que moi, de quel point la danse peut être une expérience de renversement, de bouleversement et d'ouverture en fait radicale à ce qui peut me toucher, me pénétrer, me faire entrer en mouvement en fait avec le monde, en résonance avec lui, hors d'un paradigme de contrôle et surtout hors d'un paradigme de l'identité en fait. Ça veut dire sans que j'ai à me dire, quand je danse en fait, j'ai pas besoin de me dire humain, homme, femme, je suis quelque chose qui bouge en fait. Je suis un mouvement, je suis une vibration, une énergie, une sorte de découpage en fait de ce que je suis dans un espace temps donné. Je parle du jeûne aussi, qui est une pratique que moi j'ai beaucoup et qui je considère pareil nous fait entrer dans un rapport écologique en fait au monde. Alors c'est quand même un peu étonnant parce que c'est le truc qu'on pourrait dire comme la pratique la plus de la sobriété volontaire, là, la plus de l'ascétisme en fait. Alors ce que je propose dans l'héropolitique, c'est vraiment un truc d'abondance. Mais non, je considère que le jeûne nous amène à une forme d'abondance, mais c'est juste un peu détourné. Et c'est tout, je crois. Je parle de ces choses-là. Ces quatre choses-là. BDSM, consentement et manière de considérer les traumas, danse et jeûne. Et là, j'ai mon autre slide, je crois. Oui. Et là, je vais prendre la partie... ça va être vraiment plus court parce que là, j'ai un peu tout dit, j'ai l'impression, mais... Disons que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression d'avoir parlé un peu comme je ne vais pas dire comme une militante, mais un peu en théorie politique. Mais ce livre a nécessité beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches et beaucoup de tri dans ces recherches-là, parce qu'il a fallu savoir qui je mobilisais, pourquoi, ne pas joncher le livre de citations, même s'il est quand même jonché de citations, mais de vraiment essayer de me décoller un petit peu des penseuses qui ont abreuvé l'écriture. Et je dirais qu'il y a 3 pôles un peu de recherche, de recherche. Quand je dis recherche, ça veut dire des écrits académiques, quoi. Mais académiques, pas forcément au sens où on entend aujourd'hui, parce que dans l'écologie politique, par exemple, en vrai, il y a très peu de trucs académiques. Mais ça a été quand même des philosophes pour la plupart, parce que j'ai la déformation de ma discipline, où on n'a pas pu penser pareil après LE, quoi. Moi, c'est ça que je dis quand on recherche. Donc c'est des gens qui ont écrit de la théorie politique, pas forcément dans l'espace académique, mais assez pour que même dans l'espace académique, aujourd'hui, on ne puisse pas ne pas les citer. En fait, c'est obligé. Donc 3 espaces, premièrement la philosophie du désir, l'écologie politique et le féminisme décolonial et queer. C'était important de le mettre ensemble parce que le féminisme décolonial tout seul, je ne suis pas forcément satisfaite, et le féminisme queer, sous-entendu blanc, ne me satisfait pas non plus. Donc il fallait que ce soit les deux en même temps. Les philosophes du désir, je fais démarrer ça à Spinoza, mais en fait principalement, bon là on est plus...
Ouais, non, on peut dire quand même Deleuze et Guattari et tous ces gens-là. Là. En gros, c'est des philosophes qui, à partir, hormis Spinoza, là, mais dans la décennie que je vous avais dit, la 60-70, c'est aussi la décennie où il y a la psychanalyse qui arrive. Mais en fait, dans la philosophie de la psychanalyse, moi, j'ai réalisé qu'elle avait vraiment comme changé le game, mais trop, d'une certaine manière. De sorte à ce que toute parole qu'on pouvait proposer sur, on va dire, la psychologie ne pouvait pas ne pas parler de psychanalyse. Et la psychanalyse, c'est vraiment important de la replacer dans le champ de la philosophie, parce que c'est une proposition philosophique, en fait. C'est toujours vu comme un continent qui est quand même très mystérieux de la psychologie. Il y a quand même des concepts de base et des présupposés qui sont difficiles à remettre en question et ou à prouver. Mais une fois qu'on est dans l'histoire qu'elle nous raconte, en fait, elle dit quelque chose du monde. Et ça, pour moi, ça veut dire que c'est de la philosophie. Donc, dans ces philosophies du désir-là, pour moi, la question, c'était de savoir qu'est-ce que le désir. Parce que c'est ça, en fait, qu'on peut se poser de manière légitime dans ce que je raconte et même en général. Et c'est dur, c'est très dur de répondre à cette question, mais d'un point de vue, on va dire, de base, le désir, c'est un mouvement d'un corps, d'un corps qui veut, je dirais, proliférer. S'étendre, on pourrait dire quelque chose comme ça, mais en fait, vous voyez, pour moi, mon problème, en fait, quand je dis ça, quand je dis proliférer ou s'étendre, pour moi, déjà, on a l'idée de désir conquête dedans, en fait. On a l'idée d'annexer autrui pour faire en sorte que le moi s'étende. Or, et c'est ce que je dis, le désir conquête, en fait, il prend autrui, donc il le réduit. Or, le désir que je propose dans l'héropolitique, c'est un désir qui multiplie. En fait, quand vous désirez, selon l'héropolitique, vous désirez autrui de sorte à le faire lui-même ou elle-même proliférer. Et donc, c'est une espèce de prolifération comme ça, infinie ou indéfinie, des sujets désirants. L'écologie politique, c'est vraiment tous les penseurs et penseuses de l'écologie anti-industrielle, de l'écologie libertaire, qu'on pouvait dire. Donc vraiment les fondements des écrits anticapitalistes, Ivan Illich, Murray Bookchin, des gens qui ont beaucoup écrit sur le rapport, à quel point le rapport de production est devenu le premier rapport qu'on avait au vivant, en fait, incluant nous-mêmes. Ce que je dis à mes étudiants en général comme phrase pour représenter ça, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, tout le temps, ça veut dire dans quoi tu travailles. Ça veut dire quel truc te donne ton salaire à la fin du mois. Et c'est ça que ça veut dire pour tout le monde de manière intuitive. Et en fait, si on se décolle un petit peu de tout ça, je trouve ça toujours hallucinant de se dire que quand on rencontre quelqu'un, c'est la première chose qu'on veut savoir. Et surtout, la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors qu'on fait tellement de choses dans la vie que le travail, le fait qu'il ait occupé cette place centrale, c'est-à-dire, et en plus le travail productif, qui définisse ce qu'on fait, donc l'acte de faire de base dans la vie en général, ça révèle en fait à quel point le rapport de productivité il est présent dans nos manières même de nous dire en fait. Et du coup l'écologie politique elle a vraiment comme but de abolir, vraiment abolir en fait à cette époque-là, tout le rapport de production comme étant un rapport primordial on va dire à la vie. Et en dernier lieu, le féminisme décolonial et queer, qui a l'icône la plus stylée, on va pas se mentir, qui est la manière la plus créatrice, d'une certaine manière. Je dirais que dans les autres, après philosophie du désir, il y a quand même une dimension créatrice, mais en fait, le féminisme décolonial et queer, d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'il n'a pas besoin de déconstruire. Le féminisme décolonial et queer, il œuvre déjà à partir de catégories qui sont héropolitiques par nature, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la blanchité est un espace de hyper-contrôle, hyper-vigilance. En fait, quand vous parlez du point de vue décolonial, votre projet, de fait, en fait, il est lié à une forme de célébration du vivant. Et donc, c'est pour ça que dans les espaces décoloniaux, dans leur manière de militer, d'occuper l'espace public, etc., on voit qu'il y a déjà, en fait, cette connivence entre la politique et la joie, le plaisir, l'idée d'avoir un corps, par exemple. C'est pour ça que dans les écrits des féministes décoloniales et queer, on ne peut pas lire un livre sans trouver la personne qui a écrit ce livre, en fait. Alors que dans l'écologie politique ou les philosophies du désir, on trouve des idées. On ne trouve pas des gens, on trouve des idées. Les idées, c'est bien, mais il faut qu'elles soient incarnées par des gens pour vraiment avoir une continuité entre la tête et le corps, en fait. Parce qu'une des erreurs de notre civilisation moderne, occidentale, blablabla, c'est d'avoir acté en fait complètement ce dualisme entre corps et esprit. Et ce qui fait qu'on ne peut pas être glamour quand on parle de philosophie. Et c'est un drame. Non, mais en fait, c'est un sujet très sérieux quand on y pense, parce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de ne pas pouvoir habiter son corps lorsqu'on présente de la pensée.
Enfin, du coup, ça fait comme si la pensée était purement abstraite, qu'elle n'émanait pas d'un corps, pas d'une expérience, pas d'un ressenti, pas d'un vécu, que tout ça est complètement nié, et qu'en fait, vous n'êtes qu'une sorte d'abstraction flottante qui arrivait sur scène et qui donnait ce savoir-là à d'autres gens qui eux-mêmes sont flottants aussi, pour se nourrir d'idées. Alors que ça, c'est un pourcentage infime, en fait, de la manière dont les gens apprennent. En fait, on apprend parce qu'on est touché par quelque chose, parce qu'on est bouleversé par quelque chose, parce qu'on le sent. Parce qu'on le vit, et donc parce qu'on l'habite, et pas simplement parce qu'on le comprend en fait. Donc la partie féministe décoloniale et queer, elle est vraiment plus dans, ouais, je dirais, non pas le corps, parce qu'encore dire le corps, ça fait comme s'il y avait le corps et l'esprit, mais au contraire, l'idée que la pensée est incorporée en fait. Voilà, ça c'est très bien ce que je viens de dire. Pardon. Et voilà, j'ai quasiment terminé, et je suis presque à temps, c'est super. À partir de toutes ces idées-là, la suite, moi, que j'aimerais voir de ce bouquin et de ces présentations-là, parce qu'en fait, je fais pas de... Enfin, comment dire? Moi, parler d'un livre comme un livre, ça n'a aucun intérêt. Moi, mes livres, c'est des portes vers autre chose, en fait. Donc, c'est des portes vers des collaborations, vers des ateliers, vers des gens, en fait, surtout. Mais encore une fois, j'écris pas un livre pour la beauté du savoir, ni pour les idées... Du coup, même le statut d'intellectuel, là, ou alors intellectuel incorporé, voilà, ça serait bien comme statut. Je pourrais me présenter comme ça. Mais j'ai toujours espoir que les livres, ils donnent autre chose, et c'est ce que ça avait fait un peu avec les paillettes. Mais avec celui-ci, il y a vraiment une proposition, en fait, pour le coup. Il y a vraiment, et surtout à la dernière partie, quand vous lisez le livre, la dernière partie, presque ça donne, pour moi en tout cas, je l'ai vraiment écrite comme une main tendue de dire « Hey, on peut faire ça ensemble ». Enfin, moi, je suis limite chaude qu'on m'envoie des mails et qu'on me dise « Ok, ben, à Caen, je sais pas, on se fait 3 jours et en fait, au centre, on met tous les trucs héropolitiques dont tu parles. Peut-être pas tous, parce que ça serait un week-end très chargé, mais genre 1 ou 2 et qu'on essaie vraiment de travailler là-dessus et on trouve des praticiens. Parce que moi, je parle de mon endroit de militante. Heureusement que j'ai ça et ça me sauve et je veux le garder toujours. Mais encore une fois, de personnes qui a été éduquée à la pensée sur les bancs de l'université, qui est une des manières les plus... Je ne sais pas pourquoi il avance tout seul. Qui est une des manières les plus pauvres, en fait, hein, d'apprendre en vérité. Et donc, j'ai besoin d'autres gens autour de moi. J'ai besoin de praticiens, praticiennes, j'ai besoin de gens dont c'est le métier, en fait, de faire ça. J'ai besoin de gens qui vivent l'héropolitique plus qu'ils ne la formalisent, en fait. Voilà. Donc, je me pose la question de savoir à quoi ça ressemblerait des ateliers héropolitiques. Ce que j'aimerais bien, c'est apporter une critique du sujet comme base pour, j'ai oublié un P, pour un contre-discours au consentement affirmatif. Donc là, je parle spécifiquement des espaces qui pensent, qui pratiquent le consentement affirmatif. De ceux que je connais, c'est les espaces sexpo. Donc les espaces sexpositifs, c'est des endroits où, pendant des événements, mais ça a été aussi un mouvement social, hein, enfin, ça vient d'un mouvement social. Pendant des événements, on met la sexualité et le sexe au centre. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde fait du sexe avec tout le monde, mais ça veut dire qu'on fait en sorte que le sexe ne soit pas le tabou qu'il est dans nos sociétés au quotidien. Ouais, je vais me fermer là-dessus parce que sinon ça me ferait parler trop longtemps. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que ces espaces-là puissent intégrer la critique que j'ai faite du consentement-là pour ouvrir un vrai espace de dialogue, en fait. Moi, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et que ça peut tout résoudre. Je dis juste qu'il faudrait qu'il y ait un contre-discours là-dessus qui puisse être entendu. Et le troisième, alors là c'est plus un niveau presque philosophique, j'aimerais apporter un renouvellement de l'écologie politique, mais qui encore une fois a déjà existé, hein, à partir de la question du désir, mais en particulier dans l'écoféminisme. C'est ce que tu disais un petit peu plus au tout début. La réception de l'écoféminisme, en fait, en France, elle a été très sage, voilà, c'est ça que je dirais. Sage par sa dimension blanche et bourgeoise, et quand je dis bourgeoise, encore une fois, ça ne veut pas juste dire des personnes qui appartiennent à une classe privilégiée en termes matériels. Ce que ça signifie, comme j'essaie de vous l'expliquer, c'est que la pensée n'a plus de corps, en fait, tout à coup. Et que donc, on prend les parties qui, intellectuellement, nourrissent un certain cheminement, mais où, en fait, quand ce sont des personnes qui incarnent ces luttes-là, en fait, le militantisme a été, d'une certaine manière, complètement vidé dans la façon dont on a réceptionné l'écoféminisme en France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été aussi porté par des philosophes en France. En France, vous avez... Vraiment, dans l'écoféminisme, il n'y a que des philosophes, en fait, hein, qui le portent. Et j'en fais partie. Mais c'est pas une coïncidence, en fait, du tout. Alors qu'à la base, l'écoféminisme décolonial, en fait, ce sont des mobilisations, ce sont des luttes de terrain, c'est toute une organisation, en fait, et une pensée autour de la façon dont les émotions peuvent organiser nos espaces de vie ensemble.
et qui ne sont pas forcément liées à l'histoire de la philosophie, etc. Donc j'aimerais comme ramener cette dimension du désir par le décolonial dans l'écoféminisme, parce que ça a été beaucoup trop... Enfin, ouais, ça a été quand même oublié, et ça se voit aujourd'hui dans l'écoféminisme, dans les personnes qui se disent de l'écoféminisme, dans les rassemblements écoféministes que je vois. Enfin, au vu de l'historique de l'écoféminisme, il y a une réelle déconnexion, enfin un réel saut qui n'est pas explicable autrement que par une forme d'appropriation qui n'est pas éthique. Donc voilà, et j'ai terminé comme ça en fait. À 47 piles. Merci. Oui, vous pouvez. Merci. Avec une des origines de applaudir, c'est se réveiller des trans. Enfin, pas des trans comme moi, des trans. Et bref, merci pour la transe. Je pose une première question, comme ça vous laisse le temps de formuler des choses, à moins qu'il y ait déjà des mouvements dans l'Assemblée, comme on dit dans les comptes rendus de réunion. Une question sur les pratiques ou les expériences dont tu parles. Tu n'as pas mentionné, mais je sais que tu en parles dans le livre, le mouvement post-porn et les réappropriations de la pornographie par des féministes, des queers. Et du coup, je pose la question parce que c'est une question d'image et qu'on est dans une école d'art qui se pose aussi des questions de représentation. Et qu'est-ce que c'est que du coup, subvertir, bricoler, défaire les outils du maître au sens des outils qui sont faits pour signaler l'oppression. Tu as mentionné le porno mainstream et tout ce qu'il véhicule d'images et d'imaginaire et de pratiques. Et on sait qu'il y a d'autres manières de représenter la sexualité, et précisément on pourrait dire des pornos dépossédés plutôt que des pornos possessifs, des pornos qui ne sont pas centrés sur les corps humains, toutes ces choses-là qui font des formes de continuité entre la chair humaine et la chair du monde. Bon, toutes ces formes-là, comment elles s'articulent dans le projet héropolitique? Est-ce qu'il y a une vocation? Et comment elles existent aussi dans les espaces militants? Parce qu'on pourrait dire le mouvement écosexuel est un peu une des formes qui fait du post-porn un acte politique. Eh ben oui, merci, bonne question. C'est bien qu'on donne un contre-discours, parce que j'ai eu l'impression d'être une anti-porn, du coup, complètement au début. Moi, je dirais que le milieu militant, il a quand même toujours vraiment du mal à se saisir de ce genre d'espace de création. Moi, quand j'ai pu m'y frotter, en fait, c'était quand même très niché. Et c'est très niché chez les queer artistes, quoi. Mais assez artistes pour être militants, tu vois. Enfin, qui sont militants, mais qui ont un bagage en art et qui, du coup, peuvent légitimer, en fait, un espace de création et de production de contre... Enfin, c'est pas forcément des contre-images. J'aime pas trop dire, d'ailleurs, que c'est un contre-discours. Parce que, pour moi, on peut jamais faire du contre à partir de radicalement nouveau. Il y a toujours... Mais ça, c'est ma pensée. Enfin, je pense que c'est critiquable, hein, mais... Je pense qu'il y a toujours des héritages, des legs, des résidus comme ça de l'hétéropatriarcat dans lequel on est, quoi. Et c'est pas forcément mal aussi, c'est ça que je dis, parce que les individus peuvent être excités par des dimensions, parce qu'ils ont encore du désir conquête entre nous. Moi, je l'ai. Donc l'idée, c'est moins de l'éradiquer que de le rebricoler à partir d'autres manières. Et je pense qu'en effet, l'écosexualité, ça en fait partie, mais l'écosexualité, en fait, hormis dans l'espace, peut-être chez les fées, peut-être chez les... Ouais, des espaces post-porn, mais qui, du coup, sont très nichés, en fait. Moi, je trouve peu accessibles, quoi. Pas du tout, les militants vont se saisir de ça. Pas du tout, du tout. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai un peu écrit ce livre, en fait. Et quand je dis militant, encore une fois, je parle vraiment de milieu autonome, ZAD, écologie radicale, occupation, tous ces espaces-là, quoi. Mais qui sont aussi... Et même quand c'est queer, d'ailleurs, parce que j'ai vraiment pas que été dans des espaces hétéros à cet endroit-là. Donc vraiment, ma critique, elle est aussi chez les queer militants, là. Les anarchistes, quoi, on va le dire. On peut le dire. Je trouve qu'il y a un assèchement en fait, total de ça, et où du coup les personnes se retrouvent avec, je pense, leur propre désir et leur propre honte, quoi. Ou alors tout se fait, mais un peu dans les coins, on sait pas trop. C'est pas vraiment une culture de l'exposition, en fait, où on montre. C'est pour ça que mon livre, c'est aussi une lettre d'amour aux femmes et aux hyperfemmes, parce qu'elles montrent, en fait, elles peuvent pas se cacher d'une certaine manière, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais du coup, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus, en effet,
d'images tordues en fait, qui nous arrivent dans ces espaces-là, parce qu'on a neutralisé l'image, ça c'est clair, donc on a neutralisé l'image patriarcale, hétéropatriarcale, sexiste, misogyne, queerphobe. Il n'y a plus le droit à avoir des représentations de ce type, c'est plus accepté et c'est génial. C'est génial dans des soirées où je sais pas, les dessins, les murs autour de nous, les musiques qu'on écoute, enfin tout ça ont été filtrés en fait. Mais je dirais que encore une fois, l'acte un peu de courage qu'il y a de proposer en fait derrière est pas encore vraiment là pour moi. Il l'est partiellement, mais pour moi, avoir des concerts de punk rock féministes qui disent vive le clito et en fait tous les mecs c'est de la merde, ben c'est super, mais c'est pas assez. Enfin, j'ai vraiment besoin de choses plus perverses en fait, enfin plus déviantes, non mais dans le sens créatif en fait du terme, parce qu'on ne peut pas juste se permettre de neutraliser, en fait, ça ne fonctionne pas. Et je soupçonne que ça, en fait, c'est vraiment issu d'une culture anarchiste qui elle-même est très austère, en fait, hein, et qui nous vient, en fait, d'un espace masculin. Hein. Du coup, je trouve que les queers, pour moi, c'est en ce moment-là qu'elles sont en train de se débattre avec ça. Enfin, et de recréer du nouveau. Mais il y a aussi, historiquement, le fait que les queers ont investi ces espaces-là très récemment aussi. Moi, les espaces de lutte où j'ai été, il y a peut-être 10 ans, c'était des espaces 100% hétéros. Tu vois, donc déjà, d'arriver, d'être légitime, de pouvoir survivre, et ensuite maintenant de produire des images et des imaginaires et des repères et des symboles qui puissent être annonciateurs d'héropolitique, pour moi, c'est pas encore là. Et je dirais presque qu'il faut des gens comme moi, donc des gens un peu extérieurs, ou des gens volants comme ça, qui viennent et qui du coup sont l'excuse. Moi, je pense que les gens ont besoin d'excuses pour se lâcher. Et j'aime bien être l'excuse. Je trouve que c'est c'est une bonne manière de collaborer, en fait. Du coup, ouais, il y a besoin d'alliés, en fait, dans ces trucs-là, de faire venir, de faire du lien. Je crois que tu fais ça aussi. Hein. Enfin, il y a un peu de responsabilité, tu vois, de faire circuler ces choses-là, parce que l'espace militant aussi, tu vois, j'en parle un peu comme quelque chose de oh, ils n'y arrivent pas, non, mais c'est hyper dur hein, d'être dans un espace militant. Enfin, on parle d'une présence policière régulière, d'incarcération d'amis, parfois de séparation de territoire de personnes qui n'ont plus pu développer des relations saines. Entre elles parce qu'elles sont juste traumatisées en fait par la répression de l'État, surtout sur des projets qui sont juste horribles de A à Z. Enfin, des conditions de vie parfois qui sont hyper dures. Enfin voilà, du coup on peut les critiquer, mais il faut aussi vraiment avoir conscience de ce que c'est qu'être mobilisé dans un espace qu'on dit militant aujourd'hui, de faire vivre une communauté de manière autogérée en fait. Hein, c'est ça l'anarchisme. Donc le travail est tellement énorme d'une certaine manière que je peux comprendre qu'il n'y ait pas assez de gens pour faire des excuses pour avoir ça. Mais du coup, c'est là qu'on vient pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si je suis complètement dérivée. Tu as répondu et tu as complètement dérivé. Super. J'aurais 10 000 questions, mais j'imagine qu'il y en a dans la salle qui viennent déjà. Je vais me déplacer. Oh, pardon. Mais s'il y en a... David? Ok. Et après, par là. Et si jamais il y a d'autres personnes... Et ça, oui, pardon. Des questions, des récriminations, des désirs d'entendre davantage, de mettre une pièce dans la machine. Des intimidations. Des indignations, non, pas intimidation, s'il vous plaît. Déjà, merci pour la conférence. Et j'aimerais poser la question, toi-même tu l'as dit, il y a toujours une différence entre parler d'un sujet, on va dire le prêcher, et le vivre vraiment. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu aurais des exemples concrets de personne à personne, et pas seulement au sein d'un couple, justement de pratiques héropolitiques en fait? Qu'est-ce que ça peut passer par quoi par exemple? Ouais, oui, complètement. Moi, en fait, toutes les expériences d'héropolitique que je mets en troisième partie là, c'est des expériences que moi je pratique. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très très liées à ma vie, certaines depuis des années. Enfin, genre le BDSM, ça fait 10 ans. Certaines depuis très récemment. Les psychédéliques, c'était ça qui me manquait dans la liste. J'ai un sous-chapitre sur les psychédéliques qui est vraiment, enfin, qui a de l'importance pour moi. Du coup, pour être très concrète, ça peut être mettre en place un événement sexpositif. D'ailleurs, j'en organise un la semaine prochaine. Bon, il n'y a plus d'ouverture, enfin, tout est complet. Mais j'en organise un la semaine prochaine, les individus vont venir, etc. Et moi, par exemple, j'ai envie de faire un atelier sur ça serait quoi la critique du consentement et de faire un consentement du risque. Bon, c'est vraiment énorme, là, comme truc, mais pour moi, ça, c'est un truc qu'on peut proposer pour que les gens viennent. En fait, même, je dirais que le couple ou l'espace du couple, c'est l'espace le plus pauvre en termes d'héropolitique. Hein.
Du coup, ça peut être d'aller dans des ateliers, des espaces expositifs en général, de toute manière, parce que ça, malgré, je les critique pour une certaine forme de normativité, mais encore une fois, quand je critique quelque chose, c'est qu'à la base, je lui donne beaucoup de valeur. Pour moi, il y a eu quand même avant-après les milieux sexpo dans ma vie. Ça peut être de conduire une expérience psychédélique collective sur une intention complètement héropolitique aussi. Ça peut être faire ça dans le même week-end, les deux ensemble. Ça peut être de quoi je parlais, de la danse en fait. Ça ouais, je fais des ateliers twerk des fois. Et en vrai c'est super héropolitique, mais parce qu'il y a toute une histoire en fait décoloniale derrière, de conscientisation de certaines parties du corps et d'autres. Et puis il y a un côté ridicule aussi, notamment pour les personnes blanches, avec après tout de fait. En fait, voilà, je parle beaucoup dans mon livre de pratiques d'indignité, souvent. En fait, je dis, pour faire de la politique, on s'est mis dans l'idée, mais c'est encore une fois tout à fait logique quand on l'étudie du point de vue historique et philosophique, que pour être un sujet politique qui a de la valeur, il faut être digne. La quasi-totalité de nos mouvements sociaux repose sur la quasi-totalité, pas tous, repose sur cette idée qu'il faut être un sujet digne, ça veut dire entier, plein, reconnu, etc. Moi, si tu veux, ma proposition héropolitique, c'est exactement l'inverse. C'est comment s'indignifier ensemble. Comment, d'une certaine manière, ressembler à rien. Comment, en fait, toi et moi, on peut à un moment donné arrêter de se dire comme des êtres humains dignes, dans le sens qui présentent bien. Tu vois, quand on dit je présente bien, j'ai de la contenance, je me tiens. Tu vois, j'aimerais qu'on arrête de se tenir. Tu vois. Et ça, pour moi, il y a un truc héropolitique là-dedans. Alors, ça peut mener à des désastres, hein, donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une intention éthique derrière. Mais je pense que matériellement, on peut quand même créer ça. L'écosexualité, tu vois, c'est un truc sur lequel j'écris aussi et qui est presque, je vais pas dire le truc le plus facile, mais c'est facile dans le sens où pour moi, ça nécessite pas, d'aller à un atelier de machin et tout. Ça peut grave. Mais l'idée de ressentir le monde autour de toi comme une proposition érotique. Enfin, tu vois, moi, je me baigne plus jamais de la même manière depuis. Je mange plus forcément les mêmes choses de la même manière. Enfin, il y a vraiment l'idée d'érotiser tes cellules, quoi, tu vois. Et ça, je pense qu'on peut le faire. Je pense que c'est vraiment une culture, mais comme une culture de l'intérieur, tu vois, au sens scientifique presque du terme. Tu cultives en fait tes sensations à être ouvertes et à prendre leur pied en fait, tout en replaçant ça dans une critique plus, matérielle, tu vois, de qui peut se permettre de faire ça, à quel point ça peut être un privilège, mais quand même, je pense que même si on intègre ces critiques-là, il y a quand même la possibilité de soi-même se rendre sensible, se rendre perméable en fait à ça. Et puis sinon, ça peut être plus au quotidien, je sais pas, draguer ses amis, leur offrir des choses pour la Saint-Valentin. Juste tordre en fait des trucs pour ramener l'érotisme ou la séduction ou le romantisme ou tout ça dans des endroits où c'est pas censé être en fait. C'est ça moi qui m'intéresse et c'est ça en fait le queer d'une certaine manière. C'est pas censé être là. On n'avait pas pensé ça comme ça. Est-ce que ça répond ? Ok. J'avais une petite question. Tu as parlé de jeûne tout à l'heure en disant que ça t'apportait une certaine abondance et je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais dire par là, quoi. Ouais, est-ce que je peux lire un passage ? Non. Ok. Je me dis, j'ai quand même écrit, je pense que j'écris mieux que je parle, du coup je vais peut-être te lire un passage directement de ça. Je vais le trouver d'abord. Ah, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est l'autophagie ? Autophagie, non ? Oui ? Ouais, mais vous savez, dans les trucs, est-ce que vous êtes familier du jeûne ou pas en fait ? Je sais pas, c'est devenu maxi à la mode, donc je me dis peut-être maintenant tout le monde est méga au courant et tout, mais en fait non. Ok, je vais lire la partie sur ça. Et après je vais lire la partie un peu plus politique. Mais peut-être je vais démarrer en faisant une espèce de petite introduction. En gros, dans le début de ce chapitre, j'explique d'abord que d'être une femme et d'aimer le jeûne, c'est quand même un peu un symptôme, et c'est en étudiant la littérature là-dessus, de comment les meufs ont promu en fait des pratiques d'abstinence. Ça n'est pas une surprise sous le patriarcat en fait, parce qu'on a été éduqués à l'idée qu'être grosse c'est la pire des choses. Et que pour moi, le fait même que cette voie-là, je la considère comme émancipatoire, ou en tout cas transformatrice plutôt qu'émancipatoire, ça n'échappe pas au régime patriarcal dans lequel j'ai été éduquée.
et à partir duquel j'ai pu trouver une voie dans le jeûne. Je comprends. C'est pas comment dire. C'est pas complètement innocent comme pratique et ça s'insère dans des trucs sexistes en fait. C'est ça que je veux dire. S'abstenir de manger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce chapitre-là. La plupart des trucs qu'on trouve sur le jeûne, en fait, en général, c'est sur le poids. C'est sur à quel point ça fait perdre du poids rapidement, à quel point c'est super. Et en fait, la partie, on va dire plus à la fois psychologique et spirituelle, bon alors là, c'est méga New Age et gourou, et en fait, c'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça fait super peur. Presque des sectes, en fait, les gens qui kiffent le jeûne. Et il y a comme ça une petite partie qui est politique. Pour le coup, j'ai vu quelques trucs là-dessus, mais pas assez. Et donc, c'était dans cette intention-là que j'ai écrit ce texte. Il y a aussi l'idée de... l'autre partie de l'analyse, on va dire systémique, c'est la façon dont nos sociétés, vraiment, alors pour le coup industrielles, nous enjoignent à manger tout le temps. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on constate dans les food studies ailleurs. Enfin, je ne l'ai pas inventé. On est constamment invité à manger et en fait, le manger rythme la journée et même au sein de la journée, en fait, on organise toutes nos journées en fonction des repas. Des repas qui sont partagés ou pas, mais en fait, il y a toujours l'idée de devoir manger et que le corps, s'il n'est pas nourri, il va pas bien. Et que donc sauter un repas ou c'est pas vu comme quelque chose de positif. Dès qu'on fait un peu de sport, il faut manger encore plus. Il y a toute une obsession des protéines. Parce que moi, je suis végane à côté, du coup, je m'y connais un peu bien maintenant, malheureusement, sur la façon dont les gens ils s'attachent à la bouffe et ce qu'ils vont y trouver. Mais il y a vraiment une injonction constante en fait à la nourriture, mais pas parce que, parce que c'est le capitalisme en fait. Il faut qu'on achète des choses tout le temps. Alors que nos modes de vie, alors je parle pour moi par exemple, qui là où je vis. Principalement, je reste assise devant un écran peut-être 3 à 12 heures par jour. On n'a pas besoin de manger 3 repas par jour. Enfin, en tout cas, nutritionnellement, ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Maintenant, qu'on se nourrisse pour d'autres raisons, qui sont culturelles, traumatiques, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, l'idée qu'on doive se nourrir, sinon on ne va pas bien, est une complète invention en fait, du capitalisme. Donc voilà, à partir de ces deux pôles-là, s'abstenir de manger, ça vient d'une culture hétéropatriarcale et c'est donc d'une certaine manière sexiste. Et le fait de manger tout le temps, c'est aussi encastré en fait dans un système consumériste qui veut tout le temps nous vendre à bouffer. J'écris sur le jeûne. Il existe plusieurs techniques de jeûne et autant d'intentions qui le sous-tendent. Mes premières expériences de jeûne remontent à mon enfance au sein de ma famille musulmane, pour laquelle le mois de Ramadan est un moment sacré et pivot dans notre calendrier. Probablement, mon attachement au jeûne aujourd'hui provient de cet aspect essentiel de ma culture d'origine, conservé sous d'autres formes. C'est probablement pourquoi je n'ai jamais désigné le jeûne, comme le végétalisme d'ailleurs, comme une pratique restrictive, négative, comme une abstinence. Définir quelque chose par ce qu'il n'est pas demeure profondément insatisfaisant pour moi. Aussi, il me faut détailler les phases principales du jeûne, afin de m'attarder un peu plus sur les spécificités de la dernière. La première étape, la chute du taux d'insuline, survient après 4 heures. La deuxième, la cétose, le moment où le corps ne va plus puiser de glucose d'un apport extérieur, donc la nourriture, mais dans les graisses provoquant la métabolisation du gras par le foie, après 12 heures. Et la dernière, l'autophagie, apparaît entre 16 et 48 heures après le début du jeûne. L'autophagie, drôle de formule qui signifie en grec se manger soi-même, est le moment où les cellules entreprennent une sorte de ménage interne. À partir de protéines, de sucres, de lipides ou de matériel génétique, elles fabriquent des composants neufs, parfaitement fonctionnels. Ce processus constitue littéralement un rajeunissement interne et permet au corps, dans un certain sens, de ne rien gâcher. C'est une vaste opération de recyclage à l'échelle micro, dans l'entièreté du corps. L'autophagie a suscité tellement d'attention récemment que son expert, le biologiste japonais Yoshinori Oshumi, s'est vu décerner le prix Nobel de médecine en 2016 pour ses travaux sur son fonctionnement et ses bienfaits. Le déclenchement de ce phénomène provoque chez moi une sensation unique, un raffinement des sens, un état plus incertain et surtout tellement plus lent, où je me vois être attentive à tout ce qui se passe en dehors et en travers de moi, m'exprimer plus lentement, gagner en concentration et en attention, sentir les flux de circulation d'énergie dans mon corps. Normal puisque mon carburant ne provient plus d'un apport extérieur, mais est désormais généré en interne. Aussi fabuleux que tout cela puisse paraître, j'aimerais tout de même préciser qu'il s'agit en termes biologiques d'une situation extrêmement stressante sur le plan cellulaire pour notre métabolisme général. D'une certaine manière, ce dernier met en branle une sorte de plan de survie d'urgence parce qu'il subit une coupure drastique et inhabituelle. Ainsi, il ne faudrait pas voir là une sorte d'état simple et agréable. Tout dépend des personnes, de l'habitude et de la fréquence, mais l'étape d'autophagie peut s'avérer très difficile.
toutefois sans danger lorsqu'on s'hydrate et que le jeûne est progressif. L'autophagie, c'est à mon sens le subspace du jeûne, un état extrêmement puissant et une prouesse du corps, une suspension et un dépassement de la limite, un excès dans l'ascèse. Elle est de fait un état modifié de conscience qui me fait sentir en écoute extrême d'une foule de mouvements auparavant imperceptibles que je faisais taire par le manger. Comme dans le BDSM, le jeûne se présente ici comme une pratique extrême du corps et de l'esprit qui doivent composer avec une sensation que l'on m'a appris, comme la douleur, à faire taire à la moindre manifestation, la faim. Fin FAIM. Ainsi, le jeûne n'est pas un arrêt. L'autophagie est la preuve formidable que rien ne s'arrête jamais. Les travaux de compostage, de recyclage, de transformation continuent toujours. Je change simplement de focale, mais le mouvement, lui, et la vie sont continus. Dans cette perspective, le jeûne est une manière de me laisser entrevoir, sentir et célébrer cette vie en jouant, en négociant, avec un sentiment qui me devient de plus en plus familier. Une sensation qui dit l'évolution et la survie, les périodes de crise historique et la condition de la majorité de celles qui peuplent cette terre, la faim. Collectivement, le jeûne permettrait d'ouvrir des discussions que nous n'avons que très peu, car les désirs liés à la nourriture sont tellement liés à nos traumas, de l'enfance et du genre, que la honte régit largement cet espace qui devient, avec les injonctions écologiques du mieux manger, le lieu d'un moralisme étouffant. Mais je crois que nous avons là un terrain de jeu, de risque et d'empuissancement tout à fait excitant, et qui mérite d'être sinon exploré, au moins reconnu. Ainsi, jeûner m'inscrit, de manière toujours ambivalente, risquée et jamais certaine, je cite, dans la ligne des premières femmes de l'humanité, Ève et Pandore, qui s'obstinent, à travers les siècles, à faire tourner la roue dans l'autre sens pour montrer que, par leur façon de manger ou de se priver, elles refusent viscéralement la civilisation qui leur est proposée. Je pense que ça répond. Bonjour. En vous écoutant, donc vous avez des références évidemment philosophiques et puis sur la psychanalyse. Et en vous écoutant, j'avais toujours en écho des références plus anthropologiques, par exemple de Philippe Descola ou Baptiste Morisot. Je trouve que ça matchait vraiment bien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'aller piocher un peu de ce côté-là ? Je le fais pas par positionnement politique. Non, je plaisante. Enfin, c'est des personnes qui sont brillantes, etc. Mais je trouve qu'elles ont pris une place dans l'espace de la discussion, de la pensée, qui ne me semble pas refléter la profondeur de leur philosophie. Non pas qu'elle soit pas profonde. Ouais, je me permets comme ça de critiquer Descola et Morisot. Moi, Myriam Bafou, comme ça, allez hop. Non, mais c'est même pas un clash parce que, alors, si j'ai des choses à leur reprocher, mais là, ça serait une autre discussion. Non, mais ça prendrait vraiment du temps et je pense que les critiques que j'ai, elles sont tout à fait recevables, elles ont été portées par d'autres personnes. Mais j'ai pas de critique assez forte pour dire on ne devrait pas parler d'elles, d'eux, pardon. Je dis juste que moi, dans mes écrits, j'ai envie de me défaire de ces figures-là qui me semblent devenir une sorte de référence incontournable pour parler de tous les sujets, en fait. À partir du moment où c'est écologique, quoi. Et ça me pose un petit peu un problème, à la limite, qu'on m'aurait dit, il n'y a pas Frédéric Lordon dans ton ouvrage, ça j'entends mieux, parce qu'il a quand même bossé à fond sur la question du désir et du capitalisme, par exemple. Mais Morisot et Descola, bien sûr que je pourrais les inviter et que je pourrais dialoguer avec eux, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle d'écologie politique, on est obligé de le faire. Et ça, pour moi, ça s'appelle un truc d'hégémonie, en fait, dans un sens. Parce que ce sont des mecs blancs qui ont théorisé ce que les décoloniaux ont déjà fait il y a très longtemps, quoi. Avec d'autres mots, et des mots qui ont parlé à l'hémisphère nord, quoi. Et c'était pas, je dis pas que c'était pas nécessaire, mais moi je n'ai pas besoin, en tout cas, d'emprunter leur cadre et leur vocabulaire pour exprimer la pensée où je suis. Mais dire ça, c'est en aucun cas une manière de les discréditer ou de dire qu'ils sont pas pertinents, mais ils sont pas pertinents pour moi. Mais oui, ne serait-ce que par l'idée, il y aurait plein d'idées. En tout cas, Baptiste Morisot en particulier, je pense pas, parce que en fait, ça revient à la question des animaux. Pour le dire très vite, là, il fait plus partie des penseurs de l'éthique environnementale, d'une certaine manière, et moi, je fais plus partie de l'éthique animale, et donc de l'antispécisme. Et sur la question de l'antispécisme, Baptiste Morisot, il n'est pas du tout l'antispécisme. Donc la dénonciation du spécisme, c'est-à-dire la domination... des êtres humains sur les animaux, donc la critique de l'élevage, la critique de la chasse, la critique
le véganisme, par exemple, etc. Ça, Baptiste Morisot, encore une fois, on pourrait en discuter, mais il est vraiment plus dans la partie de l'éthique environnementale qui reconnaît qu'il y a une violence institutionnelle envers les animaux, mais qui, par contre, ne reconnaît pas la pertinence de l'éthique animale, en fait. Mais là, on est vraiment en train de pinailler sur des trucs philosophiques un peu, voilà, mais qui, moi, me semblent quand même assez importants pour ne pas engager un dialogue avec quelqu'un sur qui, fondamentalement, il y a des choses éthiques pour lesquelles ça... Surtout si c'est des mecs blancs, en fait. Enfin, non, mais je suis capable de dialoguer avec des mecs blancs, mais alors, dans ce cas-là, il faut qu'ils me renversent, en fait. Il faut vraiment qu'ils me renversent, il faut qu'ils me laissent coucher sur le sol, quoi. Ce qui est le cas de ceux que je cite dans mon livre. C'est pas le cas de Baptiste Morisot et de Philippe Descola. Ce que j'ai lu, c'était super, c'était brillant, mais encore une fois, j'ai lu à peu près les mêmes choses, soit chez des féministes, soit chez des décoloniales, avant, en fait. Et ils ont inventé des choses dans l'anthropologie blanche, coloniale, qu'ils ont renversé par un paradigme beaucoup plus, en effet, situé, beaucoup plus pro-décolonial ou pro-indigène ou pro-autochtone. Mais en fait, de base, les autochtones et les indigènes, ils l'avaient déjà fait, de fait. Sauf que ça s'appelait pas anthropologie. Et que du coup, il y a un peu un truc de... Je préfère revenir un peu à la source des gens à partir desquels ils ont créé un paradigme, plutôt que... Mais je pense qu'il y a vraiment une idée un peu de... C'est pas de l'hostilité, en fait, c'est vraiment plus... J'ai pas envie de parler avec eux, en fait, je crois. Non, mais c'est pas, encore une fois, une manière de montrer une forme d'irrespect, en fait, du tout. Je pense juste qu'on n'est pas aux endroits où on peut se parler. Moi, je crois pas vraiment que mon projet leur parlerait, ou alors ils diraient « Ah, bah, c'est super », moi je dirais « Ah, bah, c'est super ce que vous faites », et fin, quoi. Mais je crois pas qu'on ait assez de connivence, vraiment, d'affinité pour avancer. Je pense qu'il y a d'autres personnes... Je dis n'importe quoi, mais Frédéric Lordon, par exemple, ou avec qui ça serait dur, mais je pense qu'on aurait des choses à se dire quand même, quoi. Voilà, je sais pas si ça explique un peu. Mais c'est vraiment une position arbitraire, hein, que je défends, mais qui, du coup, n'est pas forcément logique. La rupture d'une approche centrée ou colonisée, j'entendais des deux... chez vous et chez eux, et en fait, la question du désir, je la retrouvais, alors, peut-être pas assez, de manière assez profonde, fine... peut-être, mais je la retrouvais des deux côtés, c'est-à-dire, voilà, il faut aller au-delà, en fait, de ce que l'on est, enfin, d'où l'on vient, pour pouvoir rentrer en congruence, en affinité, en désir avec l'autre, que ce soit l'humain, le non-humain, l'hétéro, le non-hétéro, etc. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais oui, mais encore une fois, les écoféministes disparaissent. Mais avant. Alors du coup, je vais puiser dans les champs qui, moi, me paraissent être des champs... Enfin, qui sont des champs minorisés, en fait. Moi, l'idée dans ce livre, c'est aussi de sortir des références que les gens n'entendent pas trop, que les gens ne connaissent pas trop, et de faire un vrai travail de visibilisation, en fait. Mais si, d'une certaine manière, on redit le nom... Et c'est vraiment des politiques de citation, en fait. Hein. Politique de citation, ça veut dire plus vous citez quelqu'un, plus il va être cité, plus il va prendre la place sur un sujet, au point où il va presque devenir la référence qui a inventé ce terme. Et déjà, comme c'est faux factuellement en général, parce que les concepts sont toujours hérités en fait de personnes qui l'ont dit avant vous, moi il y a un vrai travail féministe et décolonial de vouloir citer des personnes qui sont à un endroit de marginalisation intellectuelle. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière dont je peux le présenter. Oui, merci. J'ai 1 milliard de questions, donc je vais essayer d'être claire. Je suis désolée, c'est très, très foisonnant parce que ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions-là. Du coup, là, il y a eu tellement de matière d'un coup que... moi, je parle plutôt du point de vue de l'écologie politique, puisque c'est ma petite spécialité. Et en fait, du coup, je me pose beaucoup de questions moi, sur comment faire en sorte que l'écologie politique... arrête de créer de la réactance et donc sorte un peu de ces tendances à l'humiliation, etc. Mais en fait, j'arrive pas à voir comment me saisir de ce concept héropolitique et de réussir à le décliner dans à la fois notre vision, on va dire, mais aussi dans nos pratiques et comment réussir à faire infuser ça. Tu as donné des exemples un peu sur l'héropolitique des petits pas, donc comment dans la vie quotidienne on peut s'approprier ça. Déjà, en vrai, je trouve ça hyper intéressant, mais comment on peut faire une héropolitique collective et politique dans des milieux qui sont pas déjà en train de travailler sur ces questions-là. Moi, enfin voilà, on est en train d'essayer de se poser des questions sur
comment travailler avec les personnes minorisées, les personnes pauvres, les personnes isolées dans la ruralité. Et en fait, je vois pas du tout, même si le concept de désir, évidemment, ça, on pourrait se dire c'est hyper universel, mais en même temps, c'est des personnes qui sont... et en fait, déjà, même en disant ça, je trouve que c'est hyper humiliant, mais c'est des personnes qui sont déjà tellement coincées dans des normes que j'arrive pas à voir comment on peut s'approprier ça, ces concepts-là, et essayer de les travailler avec ces personnes-là sans que ce soit humiliant pour elles. Voilà. Et donc, je ne sais pas si tu as des idées là-dessus, mais ça m'intéresserait. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles je peux répondre. Je pense, en premier lieu, je peux quand même dire... moi, je ne suis pas une praticienne de terrain, je ne suis pas une travailleuse sociale, je suis une militante, et du coup, ce qui m'intéresse, et ça fait longtemps, j'ai fait aussi un choix de me dire le milieu où j'évolue, ça reste une niche, mais c'est une niche qui a une influence énorme dans comment on dit, l'opinion publique. Voilà, je trouve ça de plus en plus notamment. Donc c'est pas une niche d'entre-soi un petit peu comme ça qui a aucun travail, aucune responsabilité politique, mais en tout cas c'est là que je suis. Et donc en effet ma proposition, je pense pas qu'elle soit flexible à l'infini dans des milieux qui n'ont jamais entendu parler d'écologie par exemple. Toutefois, j'ai eu la chance, quand j'étais en Bretagne l'année dernière, de participer à un cycle d'ateliers d'écologie populaire. Et d'ailleurs, sur la question, Fatima Ouassa qui travaille très très bien, et c'est une amie, on peut dire ça. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de moi avec qui on discute beaucoup, beaucoup. Et on a des vues qui diffèrent énormément sur certains points, mais qui se nourrissent pour le coup, beaucoup, vraiment. Donc elle, je pense qu'elle est vraiment beaucoup plus dans la pratique, vraiment, et le pragmatisme et la façon dont les choses elles peuvent prendre. Alors que moi ça m'intéresse pas, par exemple. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup de mal à faire des concessions pour me dire ah mais en fait faut que ça prenne quoi. Parce que déjà la posture d'arriver et de dire faut que ça prenne, moi déjà me met un peu mal à l'aise, étant moi-même issue de ce milieu-là. Du coup il y a tout un truc en fait de miroir qui est extrêmement dur à gérer. Et donc pour revenir aux ateliers d'écologie populaire qu'on avait fait en Bretagne, la question c'était sur la question de la honte. Ça s'appelait genre t'as pas honte toi. Et du coup les gens venaient pour parler de ce qui leur faisait honte ou c'était un truc avec des enfants qui devaient dire de quoi on voudrait de quoi les gens devraient avoir honte en fait. Et du coup t'as plein de trucs qui sont sortis genre le racisme et tout, tu vois que en fait on n'aurait pas pu les amener différemment d'une certaine manière. Et moi je trouvais ça hyper bien. Et surtout, moi je trouve qu'un des trucs c'est justement de faire parler les gens depuis leur point de vue émotionnel en fait, tout en le cadrant. Alors là la question du cadre pour le coup c'est une question d'expertise, là c'est vraiment une question qui doit se discuter dans l'équipe d'orga machin, mais par contre pour moi la honte et l'humiliation elle survient quand on demande aux gens de se faire passer pour autre chose, notamment par des références intellectuelles quoi. Alors que si on leur demande en fait ce qu'elles ressentent, et c'est super dur de faire ça, mais de manière toujours détournée, parce qu'en fait pareil d'avoir le dispositif pour moi très blanc en fait de ah c'est quoi tes émotions, ah voilà j'ai une liste des émotions que je peux nommer. Enfin en fait les gens c'est vraiment encore une fois il y a que des blancs pour arriver à des outils comme ça, parce que évidemment qu'elles ont été tellement bloquées de leurs émotions qu'il fallait bien des trucs très formalistes pour arriver à ça. Mais je pense que la façon dont nous, en fait, on vit les émotions et dont on les visibilise, elles sont différentes, mais elles valent, en fait. Et du coup, dans le cycle d'atelier, il y avait aussi un truc sur la danse, évidemment. Enfin, là, c'était du twerk, mais en fait, on peut imaginer n'importe quelle danse. Et du coup, à partir de la danse, la façon dont les gens... En fait, ce qu'elles lâchent, ce qu'elles déposent, ce que ça leur fait. Donc, faire des trucs d'expérience. C'est pour ça que je reviens à la dimension d'expérience, tu vois, qui, pour moi, peut être, en vrai, plus élargie que juste à des niches militantes. Là, tu vois, je parle du jeûne, mais en vrai, on sort du mois de Ramadan. En fait, pour moi, ça aurait pu être grave une occasion de parler d'écologie, tu vois, en fait, le Ramadan. Le rapport à la nourriture, le rapport à la traçabilité de la nourriture. Pour moi, on a plein d'occasions comme ça, mais c'est qu'en fait, on arrive avec déjà un cadre où on se dit comment faire en sorte que les gens soient sensibilisés à. Alors que pour moi, c'est un peu le truc inverse, c'est d'essayer de détecter dans leur propre vie où est-ce que ces choses-là, elles se touchent déjà, et de trouver la manière de nommer ça. Mais par contre, si on parle d'une équipe de personnes qui n'ont jamais grandi dans ces territoires-là, qui n'ont pas eu à vivre en fait ces oppressions, j'avoue que je suis plutôt pessimiste en fait. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être possible. Une dernière question. Waouh. Bonjour. J'ai une question et c'est un peu en complément de ce que tu disais. De mon expérience dans le milieu militant à Limoges,
Je trouve que c'est de plus en plus compliqué de communiquer et ça me parle et ça me donne très envie de lire ton livre, toute la partie sur le consentement affirmatif et donc créer quelque chose qui critique ça parce que je trouve que c'est pas évident de parler librement parce qu'il y a plein de mots qui sont censurés et il faut avoir le bon bagage et avoir les bonnes informations pour savoir qu'on ne peut pas dire ce mot, on ne peut pas dire ce terme-là. Et du coup, déjà, ça crée beaucoup de... ça complexifie les dialogues. Déjà que je trouve que dans nos luttes de gauche, on est déjà très peu d'accord les unes avec les autres. Ça aide pas. Et du coup, comment on fait ? Est-ce que tu as des conseils sur communiquer et réussir à communiquer sans être hyper crispé par tous ces termes-là qu'on doit utiliser, qu'on ne doit pas utiliser, et aussi ce que tu disais par rapport aux émotions, accepter les colères et accepter le fait de perdre le contrôle justement et dès qu'on perd le contrôle ça devient c'est interdit quoi. C'est une violence. Tout le monde est gêné et en fait après tu te fais écarter parce que non là on peut plus, c'est trop dur et comment bon je sais pas et du coup ça me fait aussi un lien je me dis est-ce qu'une piste ça peut être un truc de BDSM de l'aftercare ou après une séance on peut se dire ok il s'est passé ça, enfin j'ai pas beaucoup d'expérience mais peut-être que c'est une piste et voilà, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? L'aftercare politique, j'adore. Ouais. Ouais, bien que je dégomme aussi un peu l'aftercare dans le livre en disant que l'aftercare si c'est pour retrouver un peu qui on a et être rassuré en fait ça marche pas parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est un peu perdue en fait et qui ne sera jamais reconstituée ou qui sera toujours et je pense que dans l'espace politique, c'est ça en fait aussi. Je pense que ce que tu décris là, et ce que je connais aussi, enfin, c'est une réalité qui est tout à fait normale maintenant. Et c'est terrible, c'est qu'en fait, on rentre dans des espaces où quand on dit donc des safe ou des safer spaces, ça veut dire c'est un endroit où on est censé se valider, tu vois, et essayer de faire en sorte d'avoir une vision commune qui peut bouger, mais qui peut bouger selon tellement de cadres qui sont tellement rigides que en fait, la plupart des personnes n'y vont même pas. Et donc c'est pour ça que c'est des espaces qui sont si excluants en fait. Enfin, les gens, moi, qui se posent la question encore aujourd'hui, ah mais pourquoi il n'y a pas plus de personnes racisées dans nos luttes? Je suis là, mais en fait, la façon même dont le cadre il est posé de quelle place, comme tu dis, à la colère, quelle place au conflit, quelle place au conflit, tu vois même. Ça veut dire si le conflit est déjà vu comme un espace redoutable ou violent. Tu vois, là, on vient en livre le bouquin Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression, tu vois. Ouais, mais c'est ça, en fait, pour moi, un des cœurs du truc. C'est de se dire, si on considère que quand tu rentres en conflit avec quelqu'un, en fait, ça n'est pas désirable, ça n'est pas souhaitable, tu as à perdre, tu as peur, c'est qu'on n'est pas du tout dans des conditions politiques qui fonctionnent, en fait, pour moi. Moi, presque, quand on va rentrer en conflit, j'ai hâte, tu vois. Parce que je sais que je vais apprendre de toi et que tu vas apprendre de moi et que ça va être quelque chose de... Et je suis pas en train de le romantiser en mode ça va être super, hein, on va probablement souffrir, tu vois. Mais bon, je romantise la souffrance de fait, je parle de BDSM, donc c'est pas étonnant. Mais il y a quelque chose qui est transformateur en fait là-dedans. Un corps qui souffre pas, ça apprend pas. Un corps intègre, c'est un corps mort en fait. Un corps qui reste dans sa tour dorée de la préservation ultime, c'est un corps qui n'est pas en commerce avec le vivant autour de lui. Et du coup, de proposer ça dans un espace politique, c'est hyper dur. Moi, je dirais que je me suis retirée de beaucoup de milieux militants pour cette raison. Je dirais que j'ai trouvé des alliés, enfin, ou des gens comme moi, d'une certaine manière, un peu dans des poches, tu vois, comme ça, et plutôt par affinitaire. En fait, moi, j'ai construit tout mon milieu militant par l'affinité, tu vois. Et ça fait hurler plein de gens politiquement, parce qu'en fait, je suis d'accord, ça craint. Enfin, j'entends la faiblesse, en fait, d'une telle position politique. Mais c'est en faisant ces espèces de poches-là que j'ai commencé, du coup, en faisant mon travail, en écrivant des livres, en ayant plein de gens autour de moi qui me disent « Hey, en fait, moi aussi, je ressens ça. Hey, en fait, moi aussi, je ressens ça. » Et du coup, de plus en plus, il y a des occasions, tu vois, de tisser un fil entre tous ces espaces-là. Et pour moi, il faut porter ces discussions, quoi. Donc, c'est hyper dur. Mais pour moi, il n'y a pas d'adaptation possible. C'est ça que je dirais. Je pense pas. Je parle vraiment. Tu me demandes une question très personnelle. Du coup, je réponds de manière personnelle. Alors, ça ne veut pas dire que pour toi, ce sera forcément vrai. Mais moi, je n'ai jamais su m'adapter à ça. Déjà au début par incapacité. Enfin, vraiment. Ouais, et aussi de santé mentale. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont incapables de s'accommoder. Je dis n'importe quoi. De parler doucement, par exemple. Enfin, tu vois, dans le milieu militant, parler doucement, c'est considéré comme bien, de base. Et parler fort, c'est considéré comme mal. De base, peu importe ce que tu dis.
Bah déjà, cette prémisse, moi, en fait, de base, elle est raciste, classiste, tout ce que tu veux. Et donc déjà, de revenir à un tel, tu vois, c'est comme si on rebattait les cartes de manière tellement... on revient au tout début, quoi, d'une certaine manière. Ça demande aux gens d'avoir l'espace, tu vois, pour se dire, ok, c'est ce type de travail qu'on va mettre en place entre nous, quoi. Et ne pas prendre comme acquis, en fait, des choses qui sont issues des systèmes d'oppression et qui sont la raison pour lesquelles les personnes minorisées ne foutent pas les pieds dans les milieux militants aujourd'hui. Ou, tu vois, je le dis d'une autre manière, les personnes handi, les personnes neurodivergentes, enfin... Si les émotions, en fait, c'est pas un vocabulaire qui est vraiment possible et que tout doit être filtré par ce truc de consentement affirmatif qui est en fait hyper intellectualisant, parce que tu dois être méga en prise avec tes propres besoins, tes limites, mais en fait, qui est comme ça? Non, mais en fait, qui connaît ses besoins et ses limites au quotidien, en fait? Enfin, faut être vraiment cet être, waouh, parfaitement lucide, tu vois, sur la totalité des traumas que tu as eus, sur anticiper les gens avec qui tu relationnes, pour anticiper leur propre trauma. Enfin, en fait, c'est un fantasme pour moi surhumain, mais pas dans le bon sens, quoi, tu vois. C'est que ça nous demande des capacités vraiment qui sont nocives parce qu'on n'est juste pas comme ça. Et pour moi, de faire plus de place à la spontanéité, à l'erreur, tu vois, à l'erreur, de se dire que faire de la pédagogie, en fait, c'est normal. On ne va pas arrêter de se dire « j'ai plus l'énergie de faire de la pédagogie ». Ben, en fait, tu vas la faire, ta pédagogie, tu vois. Parce que les gens, ils sont pas au même niveau que toi. Et ils sont pas arrivés au même... Enfin, ils ont besoin, en fait, on a besoin de s'entraider les uns des autres. Et avec plus d'amour que de bienveillance, en fait. Moi, j'en peux plus de la bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est une espèce de douceur, tu vois, derrière, qui neutralise. Alors que l'amour, tu vois, c'est dur. Il y a un truc où c'est... je sais pas comment dire, il y a quelque chose pour moi de plus... Ouais, peut-être, j'ai pas envie de dire plus radical, parce que c'est un concours à la radicalité, là, c'est pas ça que je veux dire, mais un peu plus inacceptable, en fait. Alors que la bienveillance, c'est un peu un truc où tout le monde doit être bienveillant, tu vois, ça met tout le monde au même niveau. Moi, je pense pas que tout le monde doit être au même niveau. Mais du coup, voilà, je reprends un peu ma réponse un peu pessimiste. Je pense que toute seule, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été possible. Il fallait vraiment trouver des béquilles, en fait, qui sont devenues ensuite mes amis et, en fait, mes collègues politiques aujourd'hui, quoi. Et... bien sûr qu'il y a une forme d'adaptation, tu vois, qui est nécessaire, mais si tu sens que tu dois te renier sur ta propre manière de t'exprimer, communiquer, comprendre le monde, pouvoir le dire, en fait, t'es juste pas dans un bon endroit politique à cet endroit-là, tu vois. Alors, soit t'as la volonté et la détermination d'arriver et de tout dégommer, ce qui est vraiment dur. Enfin, j'en sais pas tout le monde qui peut faire ça, et potentiellement finir seul à la fin. Soit tu peux glisser des trucs un peu des stratégies, tu vois, genre mon livre. Mais tu vois, non mais genre des trucs de hey, en fait il y a des critiques du consentement. Non mais parce qu'aussi il y a très peu de critiques de ça. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce truc. C'est pas juste pour moi, ma petite vie, mon petit point de vue. C'est parce que je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui luttent avec exactement les mêmes trucs et qu'en fait il faut une excuse, encore une fois. Et moi je veux bien mon truc de philo, machin, être l'excuse. Genre disons oui, faisons ça quoi. Mais c'est pas facile parce qu'on combat une norme en fait, de fait. Pour moi, c'est une norme. Mais pour moi, comme c'est le milieu militant, c'est presque l'espace qui est le plus qui a le plus de potentiel à accepter cette critique. Tu vois, j'ai le plus de foi en fait dans ce milieu-là pour accepter cette critique et évoluer à partir de ça. Donc voilà, pessimiste mais pas trop quand même. Merci Myriam Baafou. De rien, Eva Vigée. Il y a des livres à vendre, comme on a fait du placement de produits pendant toute la soirée. C'est clair. On continue en étant conséquente, donc si jamais vous voulez acheter un bouquin, avoir un bisou dans le livre par Myriam, c'est possible. J'allais proposer une pratique d'aftercare. Non mais c'est ok. Mais du coup, je suis un peu gêné. Non. Alors, je vais vous proposer une pratique d'aftercare, mais un peu weird, de trouver une position. On va juste respirer 3 fois ensemble, mais je vous propose pour faire ça de trouver une position d'inconfort. Donc un truc qui est un peu désagréable. Okay. Donc voilà, trouver la position d'inconfort qui vous déconvient. C'est un peu de tension dans votre corps, truc, un déséquilibre ou voilà, ça peut être très léger. Et simplement, on va respirer 3 fois et je vais dire inspire et expire. Voilà, donc inspire, tu laisses le monde entrer en toi. Expire, il y en a des bouts qui te quittent. Inspire à nouveau, peut-être la douleur s'intensifie un tout petit peu. Expire, tu peux te relâcher dedans. Et une dernière inspiration ensemble.
Et expire. Merci. Bonne soirée. Merci. C'était super, j'ai jamais fait ça.